Bonjour à toutes et à tous, ici en présentiel ou derrière vos écrans, puisque cet événement est hybride. C'est la mode désormais et c'est tant mieux. On est content de vous retrouver. Je suis ravi d'avoir à mes côtés et à distance, on aura deux intervenants, des experts du sujet data, IA et de la thématique de la confiance, puisque c'est bien de cela dont on va parler aujourd'hui. Je suis Olivier Radou, directeur d'Occitanie Data, partenaire de la Mêlée sur l'organisation de ce Data Day. Et nous allons donc parler de data, d'IA, projet numérique, le défi de la confiance. Accéder à la donnée, la partager, la traiter à l'aide d'algorithmes, ce n'est pas juste un enjeu tech. Ce sont des questions scientifiques, économiques, démocratiques. Car la donnée est un vecteur de connaissance, la donnée est un levier d'innovation, la donnée améliore le service public, sert l'intérêt général. L'IA se développe de plus en plus, se perfectionne de plus en plus, même si en écoutant tout à l'heure, juste avant, Luc Julia, on comprend que parler d'intelligence artificielle, c'est un peu galvaudé. Mais cependant, comment accepter de mettre sa vie entre les mains d'une IA? Comment faire confiance à une techno dont on n'est pas toujours capable d'expliquer le fonctionnement, le raisonnement? Confiance, le mot est lâché. À Occitanie Data, on en a fait le cœur de notre action, développer l'économie de la donnée dans un cadre de confiance. On va voir si les experts et l'experte présents autour de cette table partagent cette approche et surtout quels moyens d'action sont à mettre en œuvre selon eux. Je vais vous repréciser quelques éléments. On peut parler du rapport Botorel, il y a un peu plus d'un an, qui appelait l'État à se doter d'un cadre juridique et technique de confiance, d'un dispositif de bac à sable expérimental pour pouvoir déroger de façon encadrée au principe du RGPD et constituer des jeux d'apprentissage et entraîner des IA. L'Europe, qui à travers ses différents règlements en cours de constitution, Data Governance Act, Data Market Act, Digital Services Act et le règlement sur l'IA qui est en cours, est en train de préparer un cadre réglementaire. On voit également se dessiner la notion de données d'intérêt général qui pourrait amener des entreprises à devoir partager certaines données privées. Est-ce suffisant pour générer de la confiance? Hard law ou soft law, loi ou charte, faut-il imposer ou inciter? Est-ce qu'à travers le self-data, cet empouvoirment, comme disent nos amis québécois, des citoyens sur leurs données, on peut permettre l'utilisation de données personnelles, le Graal, de façon responsable et consciente, ou est-ce un leurre? Si on crée de la valeur d'usage ou économique, grâce à plusieurs acteurs apportant de la donnée ou des briques techno, comment on se partage cette valeur en toute équité? On a connu ces dernières années des projets qui ont symbolisé les problématiques de confiance autour de ce sujet de l'usage des données. On peut parler du projet Quayside à Toronto, où une société, Salvold Labs, avait été choisie par l'agglomération de Toronto pour développer tout un quartier, 5 hectares au départ, en bord de fleuves qui devait émerger la ville, c'est bien au-delà de 2.0, 3, 4, 5.0, ville pilotée par les données pour être beaucoup plus efficiente. Et le projet était totalement stoppé l'année dernière, en avril ou mai dernier, quand les citoyens ont découvert que Sidewalk Labs, c'était une filiale d'Alphabet, maison mère de Google. Le projet était beaucoup plus gros que prévu, et malgré les millions d'euros investis, malgré toutes les promesses de Sidewalk Labs, la confiance était rompue, le projet était purement et simplement abandonné. On peut parler aussi des problématiques qu'a connues Enedis avec le développement de Linky. Linky, compteur communicant intelligent pour développer, maximiser l'usage des énergies renouvelables. On sait les difficultés qu'il y a eu parce que la confiance n'a pas été travaillée en amont. Et pourtant, c'était bien un projet d'intérêt général. Et je peux encore en citer un dernier, Stop Covid, l'ancêtre de tous anti-Covid, rappelez-vous, en 2020. Là aussi, l'État a dit oh, je ne vais pas passer par les GAFAM, on va faire à notre sauce, on va faire quelque chose de sécurisé, de souverain. Ben, le résultat, ça a été un four. Ça n'a fonctionné qu'à partir du moment où ils ont implémenté dedans et changé d'appellation, implémenté la génération automatique d'attestation, de déplacement. Donc on voit que des projets, y compris d'intérêt général, peuvent être bloqués, stoppés, freinés pour des problématiques de confiance. Je pourrais vous citer, mais en fait je ne vais pas le faire parce que je vais laisser la parole à ceux qui ont des choses beaucoup plus intéressantes à dire, des enquêtes qui sont réalisées. On en a mené, nous, Occitanie Data, fin 2019. Il y en a eu d'autres qui ont été menées depuis auprès des Français, des sondages, des enquêtes pour voir à quel point la confiance dans l'usage aux données, l'accès aux données, l'usage des données, l'implémentation de l'IA, c'est un problème. Mais je vais commencer par donner la parole, 5 minutes chacun, à nos intervenants ici et aux deux en distanciel, pour qu'ils
nous donnent leur vision de cette thématique de la confiance en rapport avec chacun de leur champ d'action. Vous allez voir qu'ils sont tous les 5 complémentaires. Et puis on reviendra dans un second temps, sur une deuxième demi-heure, sur les sujets que j'ai évoqués. On ouvrira le débat. Et je vous rappelle que vous pourrez, vous, en fin de session, prendre la parole, poser des questions, y compris à distance. On aura quelqu'un qui le relaiera. Donc on va commencer. Alors je vais vous les présenter. Normalement, il y a une slide suivante qui devrait pouvoir vous les présenter. Mais nous avons Laurent Gardès, qui est responsable du plateau IA au groupe SNCF, qui est à distance avec nous puisqu'il est à Paris. J'ai à ma gauche Philippe Besse, professeur émérite à l'INSA Toulouse, chercheur à l'Institut de mathématiques de Toulouse et à l'Obvia au Québec. Alors, j'ai plus ma petite fiche, mais Obvia Observatoire sur, en gros, l'IA et l'implication dans la vie quotidienne. Sur les risques sociétaux. Merci Philippe. À ses côtés, Dominique Marty, élu aussi COVAL, communauté d'agglomération du sud-est toulousain, membre associé au bureau et spécialiste de la transformation numérique. Encore à ses côtés, Emmanuelle Riel-Sebag, directrice de recherche INSERM UPS CERPOP, titulaire de la chaire UNESCO Éthique, Sciences et Société, et par ailleurs responsable de la commission éthique d'Occitanie Data. Et enfin, également à distance, Olivier Flébus, e-Data Community Leader chez Continental Digital Services France, et également président de la communauté d'experts IA et Big Data à la Société des ingénieurs de l'automobile. On va commencer, et magie de la technique, j'espère qu'il va apparaître, par Laurent Gardès pour 5 minutes de propos introductifs, et après on passera à Emmanuel. Donc Laurent, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, fort et clair. Ok, super. Je vais vous dire quelques mots sur l'usage qu'on fait de la data à la SNCF et vous présenter quelques projets qu'on a qui posent question par rapport à la confiance. Donc on a bien sûr un usage assez important de la data. On a un certain nombre de projets pour lesquels la data pose pas de problème particulier. Je pense par exemple à tous les projets autour de la maintenance prédictive, qui sont un des gros pans de l'activité data à la SNCF. Ces projets-là posent pas de problème particulier de confiance, pas de problème de RGPD. Mais on en a un certain nombre, dont je vais en mentionner 2, qui peuvent effectivement avoir des problématiques assez sévères pour certains d'entre eux. Donc je vais mentionner en particulier le projet train autonome. Donc à la SNCF, on a l'ambition de pouvoir faire dans l'avenir circuler des trains sans conducteur. Cette ambition, elle suppose un certain nombre de développements technologiques, en particulier l'intégration de briques d'intelligence artificielle pour remplir des fonctions qui sont aujourd'hui celles que va remplir le conducteur, comme par exemple lire la signalisation le long de la voie, détecter les obstacles, surveiller l'environnement qui est autour du train. Il peut y avoir des incendies, il peut y avoir un passage à niveau qui n'est pas fermé, il peut y avoir un certain nombre de choses, on va croiser des trains. Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie des missions du conducteur et c'est des missions qui doivent être remplies par l'intelligence artificielle. Et la problématique qu'on a, c'est que ces fonctions sont pour certaines d'entre elles des fonctions sécuritaires. Donc, par exemple, si on doit la lecture de la signalisation, c'est un sujet extrêmement sécuritaire. C'est-à-dire si on franchit un signal qu'on ne devrait pas franchir, ça peut occasionner une collision, un rattrapage, pardon, et on va effectivement engager la sécurité ferroviaire. Donc, on a besoin de certifier, donc avec une homologation qui soit au niveau européen, les briques qui vont opérer cette fonction-là. Et aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances et des technologies, on n'est pas en mesure de certifier une intelligence artificielle qui embarquerait du machine learning ou du deep learning. Donc ça, c'est un des sujets majeurs pour nous, de pouvoir aller à ce niveau de certification. Et on y travaille notamment avec l'écosystème toulousain. Donc on est membre d'Anity et on travaille sur le projet DEAL avec un certain nombre d'autres industriels, dont Continental. Donc je le mentionne car on est un intervenant autour de la table, mais aussi Thales, Renault, Airbus, voilà. Donc tous les industriels qui sont dans le secteur du transport sont évidemment intéressés à ce qu'on réussisse à faire fonctionner des IA en confiance et pouvoir garantir leur fonctionnement. Donc ça, c'est le premier sujet que je voulais mentionner pour ouvrir un peu le débat. Et le second, qui est plutôt autour des questions de RGPD, c'est celui de la vidéosurveillance et de la vidéoprotection. Donc on a beaucoup de caméras dans nos trains et dans nos gares.
Aujourd'hui, on n'en fait rien en temps réel. On va surtout s'en servir en post-mortem pour analyser après coup, sur demande judiciaire, des événements qui ont pu avoir lieu. L'idée, ce serait qu'on puisse opérer en temps réel un certain nombre de choses, par exemple détecter des actes de violence, détecter des bagages abandonnés, pouvoir éventuellement retrouver les personnes qui ont laissé leurs bagages sans surveillance, détecter des personnes qui tombent, voilà, un certain nombre de sujets qui seraient très utiles de pouvoir développer et qui se heurtent aujourd'hui à des questions de respect de la vie privée qui sont bien entendu extrêmement importantes, mais qui, pour la partie qui nous intéresse, pour la partie vidéoprotection, nous empêchent de faire un certain nombre de choses. Et donc c'est une question que je pose et qui est, je pense, intéressante à débattre, c'est jusqu'où on doit aller, voilà, dans ces limites. Aujourd'hui, par exemple, il n'est pas possible de faire de la reconnaissance faciale en France, et quand on doit retrouver le propriétaire d'un bagage abandonné dans une gare, c'est quand même très compliqué de le faire sans cette reconnaissance faciale. On peut faire des choses, c'est ce qu'on fait, mais c'est nettement plus difficile. Voilà, donc c'est une question qui me semble intéressante à débattre. Donc voilà quelques exemples de sujets sur lesquels la confiance la confiance qu'on va avoir à la fois dans les systèmes, mais aussi la confiance que le public va avoir dans ce qu'on fait de nos outils est posée. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Et merci d'avoir tenu le timing, les 5 minutes. Emmanuel, c'est à toi, on va pas se brouiller. Oui, merci beaucoup et merci de cette invitation. Alors je vais bien sûr poursuivre la réflexion et peut-être commencer par une remarque plus générale sur ton introduction, Olivier, et les premiers mots qu'on vient d'entendre qui est de dire que penser finalement l'encadrement de l'éthique, de l'IA, penser aussi la confiance dans l'IA, encourage à raisonner à plusieurs niveaux. Alors tu l'as dit, entre peut-être la soft law et le caractère plus réglementaire, imposé, impératif, tel que le RGPD qui vient d'être évoqué, il faut aussi rajouter qu'il y a une autre dimension qui est peut-être plus verticale, qui est de dire on peut raisonner sur l'IA de manière très globale. C'est d'ailleurs ce que fait l'Union européenne et ce que va nous présenter Philippe Besse, mais on est aussi la représentativité aujourd'hui qu'il faut raisonner de manière sectorielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus ignorer les principes qui peuvent s'appliquer dans différents secteurs. Et donc le mien, étant la santé, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et on comprend bien que dans le domaine de la santé, bien évidemment, la confiance ne peut peut-être pas tout à fait s'analyser de la même manière que dans d'autres secteurs. Et dans le domaine de la santé, la confiance est au cœur finalement de la relation médecin-patient depuis toujours, et renforcée bien évidemment au regard du développement des nouvelles technologies et de ce qui va accompagner aujourd'hui en fait l'activité médicale. Dans le cadre en fait de cette relation du colloque singulier, de la relation médecin-patient, la confiance, elle passe par des choses finalement assez simples, qui sont une bonne explication, une information qu'on dirait loyale, claire et appropriée, hein, ce sont les termes consacrés, et puis bien évidemment le recueil d'un consentement, et c'est par là que passe finalement, que s'opérationnalise, on va dire, la question de la confiance. Aujourd'hui, cette dynamique, elle est également au cœur de ce que l'on va retrouver, non seulement autour du règlement ou la proposition de règlement IA, mais également au sein du RGPD, qui repose également sur cet équilibre entre des sachants et ceux qui le sont moins, et la façon dont cette asymétrie d'information doit s'équilibrer grâce en fait à des outils qui permettent la transparence, l'explicabilité ou l'explication, et notamment donc le recueil du consentement, et bien expliquer ce que l'on va faire. Alors, je rappelle quand même ici que la fonction du RGPD, alors j'entends bien ce que notre précédent ami a dit, hein, bien évidemment que ça peut être limitant dans certaines activités, mais le RGPD n'est pas là juste pour poser des limites, il est là également pour offrir un cadre de circulation de la donnée et un cadre de confiance de son utilisation. C'est bien ce que souhaite faire finalement le RGPD. Alors, la question qui se pose, c'est comment on utilise l'ensemble de ces règles, c'est le défi, dans le cadre et dans le domaine de la santé, et dans le domaine en plus d'une technologie qui elle-même comporte un grand nombre d'inconnus, nous l'avons vu tout à l'heure encore, avec la présentation du précédent orateur, et qui comporte aussi un certain nombre de fantasmes. Et là, dans ce contexte, clairement, on comprend bien que la confiance, elle ne se décrète pas.
La confiance, elle se construit. Alors, c'était peut-être un peu moins vrai dans le domaine de la santé. Pendant longtemps, les patients avaient confiance dans leur médecin. Aujourd'hui, c'est nettement moins vrai. On est vraiment dans une démarche qui doit être construite et probablement co-construite. Donc, le défi, c'est celui aujourd'hui de l'opérationnalisation de la confiance. En gros, c'est comment on arrive à faire entendre aux individus, aux personnes qui vont être les utilisateurs, les destinataires finaux, qu'ils doivent avoir confiance dans les outils d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui développés dans le monde de la médecine. Et cette confiance, elle est à deux vitesses en fait. Elle concerne bien évidemment les patients dont je viens de parler, mais elle concerne également les professionnels de santé pour lesquels il y a un certain nombre d'obstacles encore qui subsistent. Donc on est sur une dimension qui est vraiment pluridimensionnelle et pour laquelle peut-être on parlera un petit peu tout à l'heure des outils qu'on peut proposer pour essayer d'encourager cette confiance. Parfait, merci Emmanuel. Dominique Marty. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, ma position, donc effectivement, Olivier a rappelé que j'étais en charge de la transition numérique sur le territoire du Sicoval, donc communauté d'agglomération de 80 000 habitants au sud-est de Toulouse. Et je suis par ailleurs premier adjoint dans une petite mairie de 1500 habitants. Et j'ai fait toute ma carrière chez un éditeur de logiciels, Berger-Levaux. Voilà, donc effectivement, c'est la data et le numérique, c'est un sujet qui m'a fortement mobilisé. Alors, juste pour rappeler un petit peu notre positionnement en tant que territoire, c'est qu'effectivement, pour nous, le territoire, par rapport à la confiance que vous évoquez, donc c'est très important. Alors, on a évidemment, comme beaucoup de territoires, de l'open data, donc beaucoup de jeux de données à disposition des usagers, des citoyens. Par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est construire un territoire souverain autour de la donnée. Alors, construire un territoire souverain, c'est effectivement s'assurer que dans tout ce qui est collecte de données, dans tout ce qui est transmission, parce que collecter, c'est bien beau, mais collecter, c'est pour que l'utilisateur en profite. Ça veut dire qu'il faut associer impérativement le citoyen à toutes les démarches. On est très centré, évidemment, sur l'inclusion numérique. Donc, pour nous, tout ce qui est numérique responsable, tout ce qui est data, etc., doit s'accompagner, doit être une partie de l'inclusion numérique. Voilà. Donc il y a la confiance, il y a la sensibilisation à apporter pour faire en sorte que nos projets et toutes les collectes de données utiles peuvent être effectivement faites dans une confiance totale par rapport au territoire et par rapport aux tiers de confiance que l'on en entend être. C'est-à-dire que la collectivité doit se positionner comme un tiers de confiance, une espèce de notaire public pour garantir cette souveraineté et avoir cette confiance. Alors, tu présentais l'exemple de Toronto. Bon, donc on peut y revenir, je voulais l'évoquer aussi. Mais c'est vrai que là, l'architecte ingénieur qui est à l'origine de ce projet disait bah oui, mais on a oublié une chose, on a oublié de tenir compte, d'organiser des débats publics et de confronter un petit peu notre vision et notre projet par rapport aux futurs utilisateurs, usagers. Donc, je prends cet exemple, mais je peux en prendre d'autres. Aujourd'hui, on peut dire que 3 entreprises sur 4, les données qui sont collectées ne sont pas utilisées dans beaucoup d'entreprises. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça qui disparaissent. Je vais en citer un qui est la métropole de Lyon, ou la ville de Lyon plutôt, qui, pendant 7 ans, a voulu faire un applicatif pour mesurer le trafic en temps réel. Et donc, 7 ans de collecte de données, 7 ans de développement d'applications, mais pour s'apercevoir qu'effectivement, Waze était utilisé par tout le monde. Et donc, un projet qui, de par sa temporalité, était voué à l'échec. On a, par exemple, nous, un travail avec Waze qui consiste simplement à dire, bah, écoutez, on va vous donner nos données, on va faire en sorte que vous ayez accès à nos données en temps réel pour les travaux qui sont sur le territoire, pour que vous puissiez en bénéficier. Voilà donc une approche pour nous qui est très importante. Alors, je vais citer d'autres expérimentations, innovations, mais j'aimerais aussi parler d'un partenaire qui s'appelle Solutions Data Group, avec qui nous travaillons. Et pour citer, donc je cite un petit peu leur projet, Frédéric Emono et Pierre Larouille, qui en sont les fondateurs.
en fait, qui sont fondées sur une vision économique basée sur 3 piliers. D'abord, l'organisation sociale, qui donne toute sa place au citoyen en faisant de lui l'initiateur, le codécideur et le bénéficiaire final. Une action publique. L'action publique qui utilise les technos et les données du territoire, mais les citoyens, les acteurs publics et le monde économique, bien évidemment, en se positionnant comme tiers de confiance. Un modèle économique qui assure la pérennité des usages, parce que c'est bien beau d'innover, d'expérimenter, mais derrière, il faut assurer la pérennité de l'usage et du service. Voilà. Donc, dans ce partenariat, notamment au niveau des collectes de données qu'on organise avec eux, on a par exemple un sujet d'actualité qui est sur la mobilité, avec un chef de projet de la NCT et une AMO d'Occitanie Data, qui va nous permettre, dans cette période post-Covid, de mesurer en temps réel les déplacements et de voir quel peut être, pour encourager évidemment la décarbonisation et puis la mobilité douce, quels peuvent être aujourd'hui des lieux, des tiers-lieux qui peuvent être implantés. Aujourd'hui, chaque commune, chaque territoire veut avoir son tiers-lieu, que ce soit dans une médiathèque ou dans un CCS ou autre. Donc il s'agit aujourd'hui de rendre cohérent cette démarche et de s'assurer qu'effectivement on puisse bénéficier de ces services. Donc ce travail avec Solutions Data Group, sur la base d'un concept de jumeaux numériques, mais qui est appelé SOSI virtuel projectif. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la collecte de données strictement quantitative, il s'agit d'associer les usagers dans des groupements, dans des enquêtes, en utilisant un petit peu toutes les ressources pour pouvoir questionner, pour pouvoir dégager les signaux faibles et non dits, de s'assurer qu'effectivement on a un projet qui soit intéressant et qui soit utile. Voilà, donc c'est quelques exemples pour vous exprimer et vous commenter un petit peu notre position. Parfait, merci Dominique. On aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de cette table ronde. On va prendre maintenant offrir 5 minutes à Olivier Flébus, qui est donc lui aussi à distance. Olivier, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour, je vous entends bien. Parfait. Vous aussi, vous m'entendez? Très bien, c'est à toi. Parfait. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de la filière automobile. Et Continental est un des acteurs de la filière automobile, pas que pour les pneus d'ailleurs, au passage, en tant qu'équipementier. Et le sujet de la confiance, de l'IA, de la data dans la filière automobile, un des premiers éléments que je voulais partager est qu'il est partout, en fait, quelque part. Alors, il y a certes ce cas emblématique du véhicule autonome qui a déjà été abordé, notamment par Luc Julien, mais il y a plein de choses, et comme le citait Laurent Gardès, ces sujets, moi je les catégorise pour être simple, je parle d'amont de la voiture, c'est-à-dire comment on fabrique une voiture, un véhicule. Il y a beaucoup d'usines derrière ça, et toute une partie de la filière automobile a énormément grandi dans la robotisation de tout ça, dans les tests, dans les inspections. Donc l'intelligence artificielle est utilisée, bien entendu, tout en amont là-dessus, avec moins de défis de confiance, je dirais, c'est clair. Il y a aussi toute une partie d'utilisation de l'IA et de la data en aval de la voiture, dans des flottes, dans les véhicules connectés, les robotaxis, comment on va optimiser ça, comment on va optimiser la charge des véhicules électriques à partir du réseau de distribution d'électricité, le smart grid. Bref, il y a tout un tas d'usages basés sur la donnée et l'intelligence artificielle également, en aval du véhicule vers la mobilité, vers le multimodal. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses. Pour illustrer le défi de confiance, je vais plutôt rester effectivement sur le sujet emblématique du véhicule autonome, en tout cas essayer de l'illustrer, parce que quand même, il y a ce que je voulais dire, c'est que la criticité de chaque cas d'utilisation est vraiment différente. Et pour moi, la bonne question de confiance, c'est pas la question est-ce qu'on a confiance dans l'IA ou est-ce qu'on a confiance dans la data. Il faut impérativement le mettre dans un contexte d'usage particulier pour fixer les curseurs. Ça, je pense que ça a déjà été dit, mais ça me semble effectivement la première étape indispensable. Ensuite, il y a 3 aspects que je voudrais détailler dans les défis de confiance. Il y a un premier défi qui a déjà été cité par Laurent Gardès sur ce que moi j'appellerais le défi technique, c'est-à-dire c'est la confiance, le problème de confiance pour les ingénieurs
En gros, est-ce que notre produit marche? Quels sont les risques associés à notre produit et comment on les résout, ces problèmes ou ces risques, comment on les rend acceptables. C'est le domaine des normes, des standards. Et là, c'est vrai que pourquoi il y a un problème, pourquoi il y a un vrai défi là-dessus, c'est que je pense qu'il y a une transformation profonde dans les pratiques d'ingénierie. On sait faire de la mécanique, la fiabilité des éléments mécaniques dans un véhicule, on la connaît, on l'étudie depuis longtemps, on sait bien le dimensionner, etc. On sait faire sur l'électronique également, et là on rajoute du logiciel de plus en plus, du logiciel qui peut être embarqué, du logiciel dans le cloud, de la data, de l'intelligence artificielle. C'est des sortes d'ingrédients nouveaux, et il y a une transformation de l'ingénierie sur ce plan-là. Il y a par contre un second élément moi, qui est vraiment important et qui est au-delà des ingénieurs, c'est le second défi, c'est le défi de confiance que je catégoriserais sur l'acceptabilité. C'est-à-dire, par notre société, les utilisateurs, on a cité les citoyens, etc. Et en gros, est-ce qu'on est prêt à tous monter dans un véhicule autonome ? Est-ce qu'on l'accepte, mais en même temps, quelle va être la contrepartie? Enfin, est-ce qu'il va falloir qu'on soit éduqué en tant que non-conducteur pour accepter ça, sans doute, un petit peu. Donc cette confiance-là, elle est vraiment particulière et là où elle est importante, c'est que il faut la gagner, encore une fois. Ça aussi, ça a déjà été dit. Donc il y a un côté de preuve, d'accompagnement, de rendre service, bref. Ce défi, cette confiance-là, moi en tant qu'ingénieur, effectivement, elle m'est peut-être encore plus difficile à trouver des pistes pour l'améliorer. Et puis de manière pragmatique, le dernier élément, c'est une confiance que je qualifierais d'économie, d'organisationnel, juridique, etc. Dans la filière automobile, il y a une chaîne de valeur qui est relativement bien établie depuis longtemps. Et je pense que cette chaîne de valeur doit changer, va changer. En aval, il va y avoir des opérateurs de flotte, un petit peu comme il y a des compagnies aériennes et Airbus. Il y aura sans doute des constructeurs de véhicules et des gens qui vont les opérer, peut-être dans la même société, mais Waymo, qui a été cité par Luc Julia, n'est pas un constructeur automobile. À la base, Waymo, ils se vantent de faire un conducteur, technologiquement parlant. Donc, une intelligence artificielle qui conduit. Et donc, dans ce cadre-là, dans cette chaîne de valeur, il y a une chaîne de confiance à construire nouvelle. Et la data va jouer un rôle majeur là-dedans. Pour illustrer un cas, je pense notamment qu'il y a beaucoup de domaines, de problèmes, de solutions où les gens qui vont collecter la donnée, l'organisation qui va collecter la donnée n'est pas celle qui va l'utiliser pour faire une IA ou dériver un service. Et donc, il y a des schémas de confiance, de contractualisation qui doivent être mis en place, d'où le travail et effectivement l'investissement que l'on consacre à Occitanie Data, qui est essentiel, je pense, dans ce qu'il faut faire pour construire cette confiance dans la chaîne de transformation de la donnée. Merci Olivier. Et on va terminer ce premier tour par Philippe Besse. Merci Olivier. Donc, je vais essayer de vous dire en quelques mots finalement ce que prévoit la Commission européenne sur ces questions de confiance et pour renforcer la confiance. Donc la Commission européenne a publié, je crois c'était en avril 2020, un livre blanc pour une IA de confiance et d'excellence. Et ça a été enchaîné par 4 projets de règlement, 3 évoqués par Olivier, qui ont été publiés en fin 2020 et en février 2021, un projet de règlement sur l'IA. Donc grosso modo, l'objectif, c'est d'essayer d'améliorer au mieux et de faire sentir au mieux que l'on est capable de contrôler finalement la balance bénéfice-risque des systèmes d'IA. Alors ce projet de règlement commence déjà par une définition de l'IA qui rejoint un peu ce qu'a dit Luc Julia, c'est-à-dire qu'on va prendre une définition très pragmatique en listant les algorithmes qui sont concernés, dont les systèmes experts et dont évidemment surtout les algorithmes d'apprentissage automatique qui sont largement utilisés. Il y a aussi une classification qui est proposée. Donc les applications qui sont interdites, comme ce qui a été évoqué, l'identification biométrique en temps réel, sauf cas de sécurité publique. Il y a les systèmes d'IA qui sont jugés haut risque, car impactant directement ou indirectement des personnes physiques. Donc c'est tout ce qui touche l'accès à la santé, l'accès à l'emploi, l'accès au crédit,
l'accès aux services publics, à la justice, etc. Donc, c'est des choses qui commencent à nous envahir régulièrement, donc il est important d'en contrôler les risques. Et une fois ça fait, eh bien, je vais m'intéresser finalement à ce que sont les systèmes d'IA à haut risque et qui vont être soumis à des obligations. Alors, je ne vais pas vous citer les 85 articles du projet de règlement, ce sera un peu long, mais je vais simplement donner trois obligations qui sont importantes. La première obligation, c'est une obligation de documentation exhaustive du système. Et j'y reviendrai parce que ça a une application importante. Une deuxième obligation, c'est le suivi des risques par un humain, toute la durée de vie du fonctionnement du système d'IA. Et une troisième obligation, c'est l'archivage du fonctionnement, donc tout ce qui accompagne le fonctionnement et les décisions qui sont prises par un système d'IA. Maintenant, donc, on se propose de contrôler des risques. Alors, j'ai identifié, parmi tous les risques qui sont considérés comme des exigences, je vais en considérer 4 qui me semblent les plus importants. Le premier, c'est la confidentialité des données. Donc ça, c'est ce qui est largement pris en charge par le RGPD. Le deuxième, c'est ce qui touche à la défaillance des systèmes d'IA. Donc problème de certification, de mesurer, de détecter quelles sont les défaillances possibles, d'évaluer la robustesse et la résilience des systèmes d'IA. Le troisième, c'est ce qui a été évoqué par Luc Julia, c'est l'opacité de cette boîte noire. Est-ce qu'on est capable d'expliquer une décision algorithmique en termes clairs, ce qui n'est rien de moins simple. Et le quatrième risque qui est à prendre en compte, aussi évoqué par Luc Julia, c'est les risques de discrimination. Pourquoi? Parce que les données apprennent, enfin les systèmes d'IA apprennent à partir de données historiques qui présentent généralement des biais discriminatoires, des biais systémiques, et un système d'IA, bêtement, reproduit ces biais. Voilà. Donc c'est ces 4 risques-là qu'il faut être capable d'évaluer, de contrôler. Pour ajouter un problème, il faut dire que ces risques sont interdépendants largement. C'est-à-dire que si vous essayez d'en contrôler un, d'en atténuer un, vous intervenez sur les autres. Exemple, si vous voulez mesurer des discriminations, eh bien, il faut avoir des données sensibles, par exemple l'origine ethnique des personnes. Et ça, actuellement, c'est interdit par la loi, par la Commission européenne. Donc, vous touchez à la confidentialité si vous voulez mesurer des risques discriminatoires. Et tous ces autres risques sont liés entre eux. Donc maintenant, qu'est-ce que peut faire je vais prendre le risque de discrimination qui est quand même un des plus délicats à prendre en compte. La première chose à voir, c'est que déjà, il est très difficile d'identifier, de prouver une discrimination humaine. Pour prouver une discrimination à l'embauche, ce que fait actuellement le ministère du Travail, c'est de faire du testing. Et pour tout un tas de raisons, ce testing face à un algorithme ne marche plus. C'est-à-dire que face à un algorithme qui prendrait des décisions de pré-recrutement automatique, il est très difficile de pouvoir montrer qu'il y a effectivement une discrimination, qu'un groupe ou une personne est l'objet de discrimination. Alors, que faire dans cette situation? C'est d'imposer finalement une réglementation, c'est ce que fait la Commission européenne, de façon à renverser la charge de la preuve. Ce n'est plus à la personne impliquée de montrer qu'elle est discriminée, c'est au concepteur de système d'IA de montrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et utiles de façon à contrôler ces risques de discrimination. Donc en fait, ça marche comme le RGPD, avec le Privacy Impact Assessment. On peut espérer une notion de Discrimination Impact Assessment, ce qui était voulu par le rapport Villani, de façon à forcer les auteurs et les responsables du système d'IA à prendre leurs responsabilités en ce sens. Alors dans cette situation, maintenant, quel est le rôle du matheux, statisticien, data scientist qui va être responsable du développement d'un système d'IA? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et qu'est-ce qu'il est nécessaire d'apporter dans cette situation? Donc c'est le rôle de ce qui se passe à Anity qui est évoqué, donc les collègues qui travaillent au sein de ce projet d'institut et au sein de la chaire Fair Learning ou apprentissage automatique, c'est de développer tout un tas d'outils qui vont accompagner ces mesures de risque. Donc mesurer la confidentialité des données, donc tout ce qui touche à l'anonymisation ou la pseudonymisation, définir des métriques de performance qui soient aussi robustes aux situations atypiques, dire qu'est-ce qu'on fait des données manquantes pour que le système soit résilient, donc faire des imputations de données manquantes, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à l'explication d'un système opaque. Donc on peut imaginer des sous-modèles qui soient moins précis, mais qui soient plus facilement explicables pour apporter des explications utiles, par exemple, à un patient lorsqu'on lui propose un diagnostic par un outil automatique. Comment je vais expliquer ça à un patient?
Et dernier point sur les discriminations, comment on va mesurer des biais qui sont généralement des biais statistiques, qui sont source des discriminations. Et là, il y a vraiment beaucoup trop de mesures qui sont proposées, il faut faire des choix. Donc voilà comment intervient finalement la compétence mathématique là-dessus. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire tout ça? Eh bien, il faudra des bacs à sable, ça a été évoqué, pour utiliser, mesurer et tester ces systèmes. Il faut une autorité de notification qui va apporter de la certification sur les systèmes, qui va contrôler les systèmes. Donc le Laboratoire national de métrologie et d'essai vient de proposer un référentiel de certification pour les applications industrielles, en particulier pour les véhicules autonomes. Donc c'est en cours. Voilà. Et on a besoin aussi de la définition de normes. Qu'est-ce que c'est qu'un biais discriminatoire? Et ça aussi, il y a beaucoup de réflexions à avoir là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Pour ouvrir le débat, je pense qu'on pourrait redonner la parole à Laurent Gardès. J'aimerais bien, Laurent, que vous reveniez un petit peu sur ce qu'on a perçu dans votre propos, alors je ne sais pas quel terme utiliser, complainte, reproche ou regret, on va rester un peu plus soft, par rapport à de la réglementation, des lois qui pourraient empêcher l'innovation économique. Peut-être si vous pouvez développer un petit peu plus, notamment par rapport à, Philippe a bien présenté tout ce que l'Europe est en train de préparer côté IA, on connaissait effectivement le RGPD, le pendant côté data. Si vous pouviez développer un petit peu plus, et ce qui pourra, je pense, faire rebondir derrière peut-être Emmanuel au hasard ou l'un ou l'autre de nos experts présents. Oui. Oui, le sujet RGPD, il est très lié effectivement à la question de l'acceptabilité que mentionnait Olivier Flébus. Donc c'est un sujet évidemment assez sensible, mais c'est vrai que du point de vue de l'ingénieur que je suis, c'est évidemment quelque chose d'assez terrible, parce qu'on voit les possibilités très fortes, très puissantes qu'on a avec de l'intelligence artificielle, notamment en vision artificielle, qui sont complètement amputées par ces règlements, et sans tenir compte du fait que on cherche évidemment pas à être intrusif dans la vie privée ou quoi que ce soit. C'est simplement, on a simplement besoin d'avoir de la donnée pour entraîner nos modèles. Et après, cette donnée, elle est pas utilisée du tout. Enfin, on cherche pas à aucun moment à avoir l'identité de quelqu'un ou d'avoir accès à des informations qui seraient personnelles. C'est simplement pour entraîner nos modèles. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de faire ça en France, et ce qui donne un avantage évidemment concurrentiel énorme à tous les autres pays qui permettent ça, et y compris les pays proches de nous. Il n'y a pas besoin d'être très loin pour voir des gens faire des choses très intéressantes, notamment en Angleterre. Et donc c'est un vrai problème, il me semble, qu'en France on soit empêché de travailler sur ces sujets-là. Si on était capable de faire des cas particuliers, je pense que ça serait intéressant que la CNIL autorise un certain nombre de choses pour ces cas particuliers, notamment quand on travaille dans un service public, qu'on cherche à rendre un service qui serait très utile à tous. On sait aujourd'hui combien les bagages abandonnés sont un problème majeur pour nous et pour tous les voyageurs que ça impacte. Voilà, bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais on voit bien à quel point on aurait à y gagner. Voilà. Je vais juste rajouter un petit mot, peut-être un peu provocateur, mais je me souviens en 2019, dans le monde d'avant, à la mêlée numérique, d'un représentant d'industriel qui m'avait dit, quand je lui ai expliqué ce qu'on faisait au Occitanie Data, il m'a dit « C'est bien, mais vous êtes sympa de parler d'éthique, mais pendant que vous parlez d'éthique et que, en gros, vous nous contraignez avec ça, les autres pays, notamment les Américains et les Chinois, font du business. » Alors, c'est un peu, pour résumer peut-être grossièrement, mais ce que vient de dire Laurent, est-ce que pensent des industriels? Alors, Emmanuel, je vois que tu as pris le micro. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut vaste sujet, vaste sujet, et surtout la question qui est posée, la question de fond, qui est cet équilibre entre l'innovation et le bénéfice ou le risque pour ceux qui en seront les utilisateurs finaux. C'est pas nouveau, c'est quelque chose malheureusement qui se pose dans tous les domaines innovants. Les solutions, elles passent maintenant probablement par essayer de décrire des normes, bien évidemment, qui restent respectueuses des droits fondamentaux. Nous, en France, on a quand même une tradition. On pense, ça m'a fait sourire d'entendre qu'on prenait comme
Exemple l'Angleterre, parce que c'est pas comparable. En fait, il faudrait faire un cours d'histoire et d'éthique comparative pour essayer d'expliquer ça. Mais finalement, c'est des choses qu'on retrouve dans plein de domaines. Donc en France, comment on peut faire? La question, c'est ça. On est très respectueux des droits de l'homme et très respectueux de la vie privée. On a une vision qui est fondée sur notre culture, notre tradition juridique. On ne peut pas faire autrement. En revanche, je pense que la CNIL ouvre un certain nombre de bacs à sable. Alors, je ne connais pas les autres domaines. Je sais que dans le domaine de la santé, il y a plusieurs bacs à sable qui ont été ouverts cette année, justement pour essayer de trouver des solutions dans des situations qui finalement pouvaient être maîtrisées, dont les risques pouvaient être maîtrisés. Parce que toute la question, c'est celle-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une posture un peu dogmatique d'interdiction systématique, parce qu'effectivement, c'est risqué, ou bien est-ce qu'on essaye d'accompagner cette interdiction ou de lever cette interdiction dans des domaines où il est possible de poser des garde-fous qui marchent, qui fonctionnent. Et donc, je pense que ça ne peut passer que par là, que par l'utilisation des nouveaux outils proposés, notamment par la CNIL. Si on parlera peut-être de la charte après, je ne sais pas. Ça peut être le moment de voir à quel point une charte qui est ce qu'on appelle de la soft law peut permettre d'encadrer des expérimentations. C'est un peu l'idée aussi. Voilà, exactement. Donc, dans le groupe Occitanie Data, ce qu'on a choisi, c'est d'être en marge finalement de la réglementation, non pas en marge, pas en défaut, mais de proposer des outils complémentaires, on va dire, à la réglementation actuelle. Et bien évidemment, notre charte est totalement respectueuse de la réglementation actuelle, et en particulier du RGPD, puisque cette charte vise à promouvoir finalement un cadre de confiance pour l'usage de la donnée. Cette charte, en fait, elle répond à deux exigences qui, à mon sens, étaient fondamentales. La première, c'était donc de décrire des principes qui soient opérationnels, là aussi de manière transversale, à tout type d'activité. Et donc, on a proposé donc 4 grands principes, dont la confiance, sur lesquels repose cette charte. Et puis, un certain nombre, on l'a décliné ça en un certain nombre d'autres principes un peu plus opérationnels, dont la confiance et la gouvernance en font partie. Adossé en fait à la définition de ces principes, il était important aussi pour nous de déployer une méthode. Donc, on revient sur quand même la problématique de la confiance, qui est comment proposer des outils qui soient au plus près de l'ensemble de la chaîne finalement de la donnée et au plus près des attentes de cette chaîne et des garanties que l'on peut proposer pour l'ensemble des acteurs. Et donc, on a essayé de co-construire finalement cette charte et de la proposer, de la challenger régulièrement, que ce soit avec des experts. On l'espère très prochainement, on a eu le Covid qui est passé par là, donc avec des citoyens également. Et donc, voilà, on a vraiment cette ambition de co-construction et d'intégrer les différentes attentes, on va dire, des différents acteurs au sein de cette charte. La dernière petite chose que je peux dire, c'est que cette charte a pour vocation, notamment en termes de gouvernance, de s'accompagner de règles plus pratiques de mise en œuvre, donc de formes de guides, de standards, on en parlait tout à l'heure. Et ça se développe actuellement avec une entreprise locale, Adelia, pour essayer en fait de promouvoir et de proposer un label. Olivier Flébus, qui représente donc avec Laurent Gardès la vision des entrepreneurs, des industries. Est-ce qu'une charte, ça peut être une bonne solution pour permettre l'innovation justement? Comment c'est perçu côté entrepreneur, industriel? Et je vais lancer dans la foulée la deuxième question, tu pourras rebondir dessus. Comment, quand on travaille sur le véhicule autonome, on crée la confiance des usagers? Il y a d'abord la charte, après la confiance. On a 2 heures, c'est ça? Oh, t'as 5 minutes. Mais une charte, oui, bien sûr, c'est utile. Après, il y a 2 étapes. Il y a créer une charte et il y a mettre en application la charte et suivre la charte, la faire évoluer, etc. Et puis surtout, je pense qu'une charte, ça ne répond jamais à toutes les questions. Donc il y a comme toujours, comme dans toute transformation, il y a une affaire d'état d'esprit qui, je trouve, est très importante. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit une confiance, et une confiance de bout en bout. Le risque étant que
une charte, en général, elle est faite pour que chacun l'accepte. Elle est facilement acceptable. Mais il y a quand même encore souvent des zones non traitées. Je pourrais prendre l'exemple d'un des travaux qui sont faits dans la filière automobile sur la juste rémunération de cette chaîne de confiance, de cette chaîne de données dont je parlais. Typiquement, on a mené un groupe de travail sur un modèle économique de partage de la donnée dans la filière automobile qui pourrait être construit un petit peu sur la base de ce qui se passe avec la SACEM et les œuvres musicales, quelque part. L'auteur, les interprètes, etc. On a cette sorte de traçabilité de qui a fait quoi, et quand le dernier hit à la mode passe à la radio, on a les compteurs et on s'est mis d'accord sur un partage de la valeur. C'est le genre de discussions, je pense, qui sont nécessaires pour adresser le problème que je décrivais tout à l'heure, de comment on va faire collaborer différentes organisations dans le partage de la donnée et dans la création de services, avec de l'IA d'ailleurs ou pas. Et donc ça me semble des choses complémentaires. Et une question, et là ensuite je répondrai du coup à ta deuxième question, Olivier, qui va au-delà de ça, c'est que là j'ai parlé d'une chaîne de confiance qui ne comprend que des organisations. Moi je pense qu'une des manières pour établir la confiance avec les citoyens, les usagers dans cette acceptabilité, c'est que les gens aient je dirais, confiance dans le fait qu'ils contribuent eux-mêmes. Là, je prends l'exemple de Waze. Waze, on a, je pense, tous fait l'effort de dire, tiens, là, il y a une branche tombée sur la route. Il y a une contribution des gens. Et le modèle dont je parlais tout à l'heure, on peut espérer peut-être, dans le futur, que quand on a signalé ça en tant que conducteur, on peut peut-être avoir une certaine rétribution qui peut être je bénéficie du service ou d'autres choses. Et puis, il y a un côté citoyen. Et là où l'IA peut jouer un rôle également, c'est que nous, chez Continental, on travaille sur des systèmes qui sont une sorte de Waze automatisé. C'est-à-dire l'utilisateur aurait à donner une sorte de délégation à sa voiture pour que sa voiture, elle sait qu'il y a aussi une branche sur la route. Et d'autres choses, la qualité de la route, etc. Donc, l'idée que les gens contribuent avec un apport volontaire, pour moi, est une bonne solution pour établir la confiance. Alors, Philippe d'abord, et puis Dominique après, je pense sur justement cette contribution, cette inclusion des citoyens. Et Philippe en premier. Donc, je voudrais revenir savoir à qui on accorde sa confiance. Accorder la confiance à Continental, dans un cas d'un contrat commercial, ça ne me pose aucun souci. Accorder la confiance à une application gratuite, financée, mise en place, qui a été rachetée par Alphabet, ça me pose un problème pour tout un tas de soucis. Maison mère de Google, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Voilà. Donc, il se trouve qu'en 2015, tous les plus grands acteurs du numérique, Facebook, Alphabet, Google, etc., ont signé une charte pour un bon usage de l'IA. Êtes-vous sûr que ces grands acteurs du numérique satisfont toujours à cette charte ? Sachant que Google est régulièrement condamné pour abus de position dominante ou pour entrave à la concurrence. Donc à chaque fois, il y a une situation effectivement qui fait que la charte ne suffit pas. Alors je ne veux pas rentrer dans le domaine industriel parce que ce n'est pas mon domaine, mais je pourrais parler du monde académique où il se trouve que même si on a une déontologie scientifique, même si on ne falsifie pas les données, même si on ne triche pas, eh bien, il se trouve qu'il y a quand même 10 à 15% des publications qui ne sont pas reproductibles. Pourquoi ? On pourrait l'expliquer, parce qu'il y a tout un tas de raisons, mais c'est là où on se rend compte finalement qu'une charte de bon usage ne suffit pas et qu'un peu de contraintes permettra peut-être au public d'avoir un peu plus de confiance dans ces différents acteurs. On parlait de confiance, on parle de confiance. Je veux juste rappeler sur ce que je présentais tout à l'heure, c'est effectivement la notion de tiers de confiance. C'est-à-dire que l'acteur public aujourd'hui, vers lequel l'usager citoyen se retourne, doit être ce tiers de confiance. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des chartes. Donc c'est vrai que pour le RGPD ou pour l'autre, l'utilisation des données, il y a cette charte qui doit être faite en collaboration avec les usagers citoyens.
Après, je reprends un exemple. On parlait de contribution. Effectivement, c'est effectivement le levier qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, des applications sur smartphone existent dans nos communes où simplement un usager va dire, voilà, je prends la photo d'un nid de poule dans telle rue, je la remonte, etc. Donc la contribution, elle est là. Et puis, effectivement, derrière, il y a traitement de cette donnée, de ces informations. Donc je vois qu'effectivement le côté contributeur, il est effectivement très intéressant dans ces cas-là, surtout pour nous au niveau élu. Et puis après, il y a des usages qui sont beaucoup plus simples à mettre en place. Faire en sorte que les parents connaissent les menus de la cantine au jour le jour en temps réel, ça pose pas de problème, c'est très simple et ça se fait facilement. C'est une application aussi qu'on va mettre en place. De la même manière que connaître les horaires de déchetterie, du moins les créneaux favorables pour aller à la déchetterie, pareil, c'est un projet sur lequel on est, qui pose pas de problème, qui rend un service immédiat. Voilà. Donc il y a des applications comme ça où effectivement on a l'utilité immédiate et puis des applications où on a besoin d'une contribution qui peut nous être apportée et on intègre en tant que tiers de confiance. Peut-être Laurent Gardès, un mot sur la façon dont vous travaillez la problématique de la confiance avec les usagers dans ce train autonome qui sera peut-être bientôt sur les rails. Alors pour l'instant, je pense que c'est quand même beaucoup au stade du questionnement. Hein. On n'a pas encore mené des études très poussées sur l'acceptabilité d'un train autonome. Ce qu'on peut quand même voir, c'est que typiquement, on prend tous des métros automatiques depuis déjà presque 40 ans. Ça pose de problèmes à personne. En fait, du point de vue du voyageur, ça ne devrait pas changer grand-chose par rapport à un métro automatique. Du point de vue technologique, c'est très différent. C'est pour ça qu'on a évoqué les questions d'opacité des IA, de robustesse. Toutes ces questions-là se posent parce qu'on veut embarquer des réseaux de neurones, ce qui n'est pas du tout le cas d'un métro automatique. Mais du point de vue du voyageur, c'est un mobile sans conducteur. Si on a confiance dans un métro automatique, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas confiance dans un train automatique. Voilà, si on n'est pas conscient, on va dire, de la difficulté technologique qu'on a cherché à résoudre en faisant ça. Mais bon, je pense qu'il faut effectivement qu'on creuse ces questions-là, elles sont évidemment très importantes. Et clairement, le premier train autonome qu'on fera tourner ne sera pas un train de voyageurs à grande vitesse. C'est pas vraiment ça l'idée. Hein. On va commencer par des trafics sur des voies de service, des choses qui demandent aujourd'hui beaucoup d'énergie et de temps, mais qui ne sont pas forcément très critiques, hein, sans transport de voyageurs. Donc, le fret aussi, pouvoir faire du fret autonome, c'est un sujet très intéressant pour nous. Enfin, voilà. Donc, on n'y pas encore tout à fait à la question de l'acceptabilité par le grand public. Parfait. Et juste une question de curiosité, vous avez une date à nous annoncer pour les premiers trains autonomes de service, de fret? En fait, on a des projets effectivement qui devraient commencer à avoir des mises en service, mais partielles, hein, dans les années 2023-2024. Après, moi, si vous me posez la question de quand est-ce qu'on aura une IA robuste, certifiable, explicable, aujourd'hui, je suis incapable de donner une date. On voit bien que les travaux de recherche sont longs et difficiles. La communauté internationale dans son ensemble travaille là-dessus, enfin, l'ensemble des gens qui travaillent sur l'IA, je veux dire. Donc c'est clairement un sujet qui ne sera pas résolu dans 3 ans. Hein. Donc faut mettre de poids, de mesure, on va dire. Ça marche, merci. Bon, alors, on a commencé avec un peu de retard, mais on va essayer de ne pas en faire prendre pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions soit dans la salle, n'hésitez pas à lever la main, ou soit en ligne. Sinon, moi, j'en ai une, du coup. Non, c'est bon. Juste, je ne sais pas qui veut prendre la parole dessus, mais sur tout le chemin qu'est en train de tracer l'Union européenne depuis une bonne année maintenant, dont Philippe nous a fait un beau résumé, notamment sur la partie IA. Selon vous, c'est la bonne voie, je suppose, je ne vous allez pas dire l'inverse, mais est-ce que ça a vraiment une chance de rétablir un équilibre par rapport à
aux déséquilibres actuels où la puissance des entreprises américaines, notamment les GAFAM, a imposé ses règles au marché. Je ne sais pas qui, Emmanuel ? Je pense que quand même, il faut être conscient, et c'est en tout cas affirmé très régulièrement par la Commission européenne, qu'on est en train d'essayer de développer un modèle européen. Alors j'entendais tout à l'heure, oui, on peut pas faire exactement comme aux États-Unis, en Chine. Alors je ne sais pas si on doit dire tant mieux ou c'est dommage. Hein. Je ne suis pas industrielle, donc je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est certain, c'est que nous, on essaye, en tout cas de la Commission européenne, essaye de déployer un modèle qui est basé quand même, malgré tout, très profondément sur les droits fondamentaux et la protection individuelle. Donc, ce que disait Philippe, la non-discrimination, le respect de la vie privée. Donc, ce sont vraiment des éléments qui sont très forts. Et aussi d'accompagner le marché, parce que quand même, notre Commission européenne a quand même des relents de notre ex-Commission économique européenne, donc on est de notre ex-communauté économique européenne. Donc clairement, on est quand même dans cette double dynamique qu'il ne faut pas perdre complètement de vue. Mais ensuite, est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Le gros problème qui risque de se poser, notamment avec le règlement sur l'intelligence artificielle, c'est la dimension un peu technique qui va aller derrière, c'est-à-dire les lignes directrices qui vont les accompagner ce document potentiellement, la façon dont les équilibres politiques aussi vont se faire au niveau du Parlement. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'inconnus, on en est vraiment au tout début, donc on ne sait pas trop comment on va finir, sauf qu'il y a vraiment cette ligne de conduite sur la protection d'un modèle européen au cœur duquel se trouve le citoyen. Oui, je peux ajouter deux mots. Déjà, il y a quelques insuffisances dans ce règlement. La première insuffisance, c'est l'impact environnemental qui a été complètement évacué du règlement, mais ça, alors qu'il était dans le livre blanc. Et le deuxième, c'est que en fait, ce règlement est conçu pour protéger le marché européen, pour protéger les entreprises européennes, et pour protéger finalement les utilisateurs de systèmes d'IA contre des malfaçons ou contre des défaillances, des mauvaises conceptions. C'est le cœur du sujet. Mais l'usager, pas l'utilisateur, mais l'usager que nous sommes, est un peu oublié du règlement. Et c'est là où finalement les aspects déontologiques de l'utilisateur vont intervenir peut-être pour protéger aussi l'usager quand on va parler par exemple d'applications en santé, mais ça c'est d'autres questions et ça prend peut-être un peu de temps pour les aborder. Emmanuel, un dernier Oui, mot. juste pour dire qu'il y a des problèmes de compétences, c'est des problèmes très juridiques, pas très intéressantes, mais qui font que peut-être on ne peut pas traiter la question du citoyen à l'échelle globale. Ça mériterait quand même qu'on ait quelques principes, je suis bien d'accord avec Philippe, mais voilà. Et puis on n'est pas au bout du processus encore de discussion, donc on peut espérer que ces insuffisances soient palliées à un moment donné. Laurent ou Olivier, est-ce que vous avez un mot à ajouter avant qu'on ne clôture ? Allez. Pas spécialement, non. Juste peut-être une piste, un débat pour la prochaine fois. Moi, pour la confiance, je pense que l'explicabilité n'est pas suffisante, en fait. Je ne pense pas qu'on fera accepter aux gens de monter derrière une voiture sans conducteur en leur expliquant, ou en tout cas en leur garantissant que l'IA, ou les IA, parce que qui sont derrière, sont explicables et sont conformes à la règle numéro Tartampion. Et je pense qu'il faut trouver d'autres choses, en fait. Olivier, j'ai noté pour l'année prochaine. On développera. Merci beaucoup à vous deux à distance. Merci à vous trois en présence. Merci à vous tous qui nous avez suivis et écoutés. Et bonne suite de ce Data Day et de cette semaine de la mêlée numérique. Et encore merci à vous. Au revoir. Merci. Merci.